Et si je vous disais que la Perse n'a jamais vraiment disparu? Elle ne s'est pas effondrée sous une croisade finale ou un cataclysme naturel. Elle s'est simplement volatilisée derrière un rideau d'encre. En 1935, un pays avec des millénaires d'identité ancrées dans la roche a décidé d'effacer son nom des cartes du monde en un seul après-midi diplomatique. Pourquoi une civilisation qui a survécu à Alexandre le Grand, à Gengis Khan et aux conquêtes arabes choisirait-elle soudainement de commettre un suicide symbolique? Aujourd'hui, nous disséquons un mystère forensique de pouvoir, de religion et l'architecture brutale de l'image publique. Vous êtes au point de découvrir comment une simple lettre envoyée aux ambassades mondiales a altéré le destin d'un peuple entier. Si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un changement de nom, c'est que vous ne regardez pas d'assez près le piège qui a été tendu. Nous voyageons dans le temps jusqu'au 2e millénaire avant le Christ, vers les déserts brûlants et les routes commerciales du plateau iranien. Ce n'était pas seulement un lieu de transit pour les marchandises, c'était un berceau où l'identité et l'héritage étaient forgés dans le feu. Imaginez l'arrivée des nomades indo-iraniens, un peuple dont la langue partageait des racines avec le latin et le grec, et non l'arabe. Dans leur langue ancienne, Madar signifiait mère et Ped signifiait père. Ce n'était pas que des sons, c'était l'ADN d'une culture distincte et profonde qui existait bien avant que le monde ne connaisse le mot perse. Deux tribus se distinguaient, les Mèdes organisés au nord-ouest et les Perses au sud, dans une région appelée Pars. À l'époque, Perse n'était qu'une petite étiquette géographique. Personne n'aurait deviné que ces marginaux allaient finir par briser les structures de l'histoire. Mais vint alors Kourosh, Cyrus le Grand. Avant même que Napoléon ou Gengis Khan n'existent en tant que concept, Cyrus abattit la première superpuissance mondiale. Il ne régnait pas avec un poing de fer fait d'exil et de destruction. Il a construit un empire sur une idée radicale et dangereuse, régner par le respect. Il protégeait les temples de ceux qu'il conquérait. Pour les Juifs de Babylone, il était un libérateur, pour les Babyloniens, un restaurateur. Il est habilement devenu l'élu de chaque dieu local qu'il rencontrait. Sous Cyrus et Darius Ier, l'empire achéménide s'étendait de l'Indus aux rives de la mer Égée. C'était un maître d'œuvre de réseaux routiers, de messagerie éclair et de diplomatie pragmatique. Mais cet équilibre entre respect culturel et pouvoir centralisé était une corde raide. Et il n'a fallu qu'une poussée un jeune homme venu de l'Occident pour la rompre. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand traverse l'Hellespont pour venger la Grèce et humilier le géant perse. L'empire achéménide, qui régnait sur la moitié du monde depuis des générations, s'effondre sous l'ambition macédonienne. Mais voici la partie qu'on ne vous dit pas dans les livres d'histoire classique. Alexandre ne voulait pas détruire la Perse, il voulait le devenir. Il portait des robes perses, épousait des princesses perses et se proclamait le successeur légitime des anciens rois. Ses propres généraux y voyaient une trahison des idéaux grecs, une chute dans le luxe oriental. Alexandre voyait une civilisation universelle. Ses soldats voyaient un sortilège. À sa mort, à 32 ans, son rêve éclate, mais l'idée perse ne meurt pas, elle s'endort simplement. Les siècles passent et la région traverse un échiquier chaotique de Séleucides, de Parthes et enfin de Sassanides, une dynastie qui revendiquait une descendance directe des anciens rois achéménides. Ils ont restauré les temples de feu du zoroastrisme et ont fait de la Perse un empire à nouveau redoutable. Mais au 7e siècle, une nouvelle force surgit de la péninsule arabe, l'islam. Il ne t'arrivait pas comme un invité. En quelques décennies, les armées arabes écrasent les Sassanides, apportant une nouvelle langue, une nouvelle foi et un nouvel ordre politique. L'arabe devient la langue de prière et d'administration. Cependant, l'âme perse refuse de s'évanouir. Elle perdure dans la poésie, la science et l'art, absorbant l'à nouveau sans abandonner l'ancien. Même à travers les tourbillons des invasions turques et mongoles, de Gengis Khan à Tamerlan, une identité distincte se solidifie. C'est la dynastie safavide qui a finalement planté la graine de ce qui sépare véritablement cette terre du reste de l'onçon islamique, l'islam chiite. Ils l'ont imposé par une restructuration sociale et des réformes, créant une identité perse musulmane, mais fondamentalement distincte du monde arabe. Ils ont fusionné l'héritage impérial avec la spiritualité chiite, et dans cette renaissance, le nom Viran, dérivé de l'ancien Arianum, la terre des nobles, a commencé à réapparaître avec une force froide et renouvelée. Mais voici le piège structurel. Alors que les Iraniens connaissaient leur terre comme Iran, le monde extérieur suivant les Grecs l'appelait Perse,
pour l'Occident, Perse évoquait les tapis fins et la poésie mystique, mais portait aussi les stigmates de l'orientalisme, décadence et corruption morale. Au XXe siècle, un nouveau monarque nommé Reza Shah Pahlavi a décidé que cette dualité était une faiblesse. Il était obsédé par la modernisation et l'occidentalisation. Il voyait Perse comme une étiquette chargée de bagages colonial. Il voulait projeter une image souveraine et moderne. En 1935, la circulaire est envoyée à toutes les ambassades. « Appelez-nous Iran ». C'était un mouvement de diplomatie symbolique qui a été senti comme une trahison par beaucoup. Les intellectuels estimaient que le lien avec Cyrus et Darius était rompu pour une mise à jour moderne qui manquait d'âme, mais la décision fut maintenue. Puis vint 1979, une révolution menée par l'ayatollah Khomeini renverse la monarchie, établit la République islamique d'Iran et brise les relations avec l'Occident. Soudain, la perception mondiale d'Iran passe de modernisation à tension géopolitique, à sanctions et à fondamentalisme. Aujourd'hui, la Terre vit avec deux fantômes. Iran évoque des images de conflits et de titres de presse. Perse a retrouvé une aura romantique et mythique, une grandeur perdue que les étrangers adorent. C'est une lutte constante pour décider comment une civilisation sera mémorisée. Car comme nous l'avons vu, un simple changement de nom peut cacher une guerre silente entre ce qu'un peuple était, ce qu'il est, et ce que le monde exige de voir en lui. Souvenez-vous de ceci. Dieu ou l'histoire vous fera souvent s'asseoir et vous brisera pour vous humilier, puis vous isolera pour vous construire. Ce n'est seulement alors que l'on pourra vous rendre tout au dicuple pour prouver que la lutte avait une raison d'être. Gardez votre confiance dans le processus. La Perse n'est jamais morte, elle a juste appris à survivre sous un masque différent. Si vous voulez comprendre la véritable architecture de pouvoir, vous devez regarder au-delà des noms et voir l'âme qui refuse d'être récoltée. Restez concentré sur votre vision. La souveraineté ne se donne pas, elle se possède. C'est la vraie question. On se retrouve dans la prochaine.